des technos web sémantiques. Donc, vous m'entendez? J'ai trop de trucs dans les mains. Pourquoi pas? C'est bon comme ça ou pas? Donc pour recadrer un peu ce que l'on fait notamment avec les technologies du web sémantique, mais pas que ce type de technologie, on va offrir des services de valorisation de données qui vont permettre différents scénarios, en particulier de structurer des fonds documentaires, d'effectuer des techniques d'analyse des réseaux sociaux, ça c'est un petit passé avec ma thèse, et de fournir des services aussi avec des outils permettant d'animer des communautés en ligne, qui peuvent être des communautés externes à la fois dans un intranet, et puis si besoin on peut faire tout type d'applications intelligentes sur mesure en fonction de vos besoins. Donc pour cela on se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valorisation de données, où on va tout d'abord offrir des services pour libérer différents types de données issues de différentes sources, donc à la fois des sources web, des bases de données ou encore des réseaux sociaux. Donc on va fédérer ces données, derrière on va les lier pour retrouver les différents liens qu'on peut avoir au travers des différentes sources de données. On va fournir des services d'analyse qui vont permettre de révéler les structures émergentes, donc à la fois les ressources importantes, les groupes de données, enfin tout un tas de différents algorithmes de machine learning. Et derrière, on va permettre de les publier, donc à la fois sous forme graphique, suivant les besoins, mais on peut aussi refournir les résultats des analyses sous forme d'API pour qu'ils soient réutilisés par un autre service logiciel. Donc je vais vous présenter deux cas d'usage. Tout d'abord, un assistant intelligent qui permet d'assister des tâches de curation sociale et sémantique. Et ensuite, je vais passer sur un projet de fédération de données médicales distribuées et autonomes. Donc, commençons par cet assistant intelligent. Qu'est-ce que c'est? On est dans une application WebMars qui permet de faire une curation sociale et sémantique. Et donc, on est sur un scénario classique au départ. On a une page web, on veut la connecter, la partager ou tout simplement la décrire pour un système d'information. Et donc, on a un webmarklet classique à la pupitre qui va permettre de nous amener derrière sur une interface de description de la ressource. Donc on va fournir dans cette interface, déjà tout d'abord collecter tout un tas de métadonnées issues dans la page, comme le titre et la description, remettre une photo. Donc là, c'est la version étendue pour montrer la utilité. Je vois pas là. Et donc on va permettre de décrire les différentes facettes de la ressource, à la fois des facettes la dimension géolocalisée, la dimension temporelle, les dimensions d'évaluation de la ressource, ainsi qu'une dimension sémantique. Donc juste avant moi, vous avez entendu parler de détection d'entités nommées. Donc on va analyser le texte de la ressource qui est collectée et que l'utilisateur est en train de décrire. Et on va suggérer des termes pour assister l'utilisateur dans la description de cette ressource. Donc ces suggestions de termes vont avoir différents éléments. Tout d'abord, on va suggérer des termes qui appartiennent au vocabulaire de la communauté. Donc comment on construit? Il y a trois manières de construire ce vocabulaire. On mixe les trois approches. On peut bootstrapper le système, c'est très important dans une application sociale, c'est la base critique. Donc vous avez entendu parler de Thesaurus SCOS tout à l'heure. Et donc on a plusieurs sources de données qui sont disponibles qui permettent d'initialiser tout ça. Donc on a récupéré un vocabulaire sur l'environnement, donc un Thesaurus SCOS, pour remettre la définition. On va définir un ensemble de concepts, on va les organiser entre eux relativement avec des relations simples, comme plus précis, plus large ou relié, et on va fournir tout un tas de labels permettant de la décrire, donc notamment un label dit préférentiel que l'on va pouvoir décrire dans différentes langues. Donc on peut utiliser directement ce vocabulaire pour suggérer des termes à l'utilisateur qui était présent dans la page. Ce thésaurus, si besoin, dans différents scénarios, on peut le construire pour vous. Et aussi, on peut l'alimenter avec des tags qui vont être entrés librement par l'utilisateur. Derrière, on réapplique des algorithmes qui vont nous permettre de retrouver la structure entre ces tags. Donc, ensuite, autre source de données, on va permettre de suggérer des termes catégorisés. Donc, dans cette page, on va détecter des lieux, des personnes,
Et donc là, tout à l'heure, on était sur des concepts, ils n'étaient pas typés. Là, c'est des concepts qui sont typés. Donc ces lieux comme source de données que l'on a, donc là on a l'Alsace, la France et l'Europe par exemple, qui ont été sélectionnés par l'utilisateur. On a Arnaud Montcourt aussi, qui était présent dans la page. Là, on va utiliser le DBpedia, dont vous avez entendu massivement parler depuis tout à l'heure. Et donc, de manière simple, si on considère le tag de France, on a ce concept qui est disponible dans DBpedia. On va nous dire que c'est un pays, et on va aussi nous dire qu'un pays est un lieu. De la même manière, on va avoir l'Europe. On va nous dire que c'est un continent, on va nous dire encore une fois que c'est un lieu. On a l'Alsace, qui est une région. On poursuit le processus. Et donc, avec une simple requête, je peux alimenter directement mon application avec tout un tas de lieux disponibles dans le DBpedia. Et notamment pour les people, on va pouvoir bénéficier d'une source de données réactive. Parce que les people, c'est des éléments qui bougent beaucoup. Par exemple, des artistes, il en apparaît tous les jours. Si on veut une source de données à jour, si on veut des données à jour, il nous faut une source réactive. Et Wikipédia est justement une source très réactive. Donc on utilise le miroir données qui est DBpedia. Le collègue de la salle. Donc ensuite, à partir des tags qui ont déjà été sélectionnés par une personne, on va lui permettre d'affiner sa description. Donc on va faire une recommandation sémantique à partir de ces tags déjà sélectionnés. Donc là, on reprend encore notre Thesaurus COS. L'utilisateur a sélectionné le tag stockage. Et ce tag stockage, on sait notamment qu'il a comme concept plus précis stockage des déchets, stockage des aliments. Donc on va offrir la possibilité à l'utilisateur d'affiner sa description grâce à l'usage de ces structures sémantiques. Donc on va lui proposer des termes plus précis. Si on devait conserver un petit message de ce cas d'usage, c'est l'importance des sources de données qui sont fournies notamment par le Link Data Cloud, donc on a dit DBpedia, de tous ces vocabulaires structurés, ces Thesaurus ou SCOS qui sont disponibles. Donc là, tout à l'heure, celui qu'on a utilisé, c'est un Thesaurus qui s'appelle GMET. Il est publié par l'Europe, et donc c'est plusieurs milliers de concepts sur l'environnement qui sont disponibles et qui permettent de bootstrapper une application. Et ensuite, on peut utiliser certains liens sémantiques directement pour faire de la recommandation. Je reviens juste un cran en arrière parce qu'en buvant ma bouteille d'eau, je m'aperçois qu'il y a des tags qui ont sauté, des tags de slides. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on avait nos lieux qui étaient sélectionnés, c'est qu'on pouvait faire une contextualisation sémantique derrière de la ressource. On va pouvoir remettre du contexte à l'utilisateur, par exemple, lui remettre les lieux qu'il a sélectionnés dans une carte. Pour cela, on utilise un autre élément de DBpedia. DBpedia ne fournit pas que des listes d'entités avec des types. DBpedia va aussi nous fournir des propriétés sur ces éléments. Donc la France, on va nous dire qu'elle a une telle population, le président c'est François Hollande, et notamment ici on nous fournit la longitude et la latitude, ce qui nous a permis de le repositionner directement dans la carte. Je vais donc maintenant passer sur un deuxième cas d'usage qui est complètement opposé, qui est de la fédération de données médicales. Donc on est sur un territoire, il y a différents acteurs médicaux, donc typiquement des hôpitaux, des laboratoires d'analyse, des médecins libéraux. Chacun va avoir son propre système d'information et on va vouloir fédérer ces différentes sources de données pour différents scénarios. Donc là, sur ce même territoire, on a par exemple des agences régionales de santé, la CPAM, et on va vouloir en particulier effectuer un scénario, par exemple, d'épidémiologie. Donc, exemple, un observatoire des cancers sur un territoire, ou autre cas, analyser des processus médicaux. Par exemple, faire une revue de pertinence des césariennes programmées. Donc, cas concret, visualiser la répartition des cancers du sein en ovaires. Donc là, on va faire une petite visualisation et on a un gros problème qui est l'interopérabilité des systèmes d'information fournis par chaque partenaire médical. Donc, pour cela, on a différentes contraintes techniques qui sont imposées. On va avoir des problèmes d'identifiants. Les patients vont avoir un parcours médical
sur le territoire, ils vont aller dans un hôpital pour se faire opérer, ils vont aller faire un prélèvement sanguin dans un laboratoire d'analyse. Et sur chacun de ces systèmes d'information, ces patients vont être identifiés différemment. Donc là, les technologies du web sémantique nous fournissent un mécanisme d'identification uniforme. C'est ce que l'on va utiliser pour partager les identifiants entre ces applications. Ces autres contraintes techniques, c'est des modèles différents. Tout le monde va modéliser des patients, des praticiens, des événements médicaux, des variables cliniques. Mais à chaque fois, chacun va avoir son propre modèle pour représenter ces mêmes informations. Et là, on va pouvoir utiliser les ontologies. Je pensais que ce gros mot serait sorti bien plus rapidement. Et donc, c'est un modèle qui peut être partagé sur le web. Donc, techniquement, tout à l'heure, vous avez entendu parler de RDFS et de HOL. On a aussi différents formats. Chaque système d'information va utiliser son propre gestionnaire de base de données. Même s'il est publié, certains vont les publier en Excel, en PDF, en XML. Et là, nous, on va remettre une couche web sémantique avec les langages et protocoles standards qui permettent d'échanger ces données entre applications. Petit bonus, on va pouvoir appliquer des règles pour compléter et redresser des données. Lorsqu'on fait un scénario, une revue de pertinence des césariennes, bon exemple, si on a un patient qui a eu une césarienne et qu'on n'a pas son sexe, on va pouvoir automatiquement afférer que c'est un homme, que c'est une femme. Inversement, si on a un homme qui a subi une césarienne, on va pouvoir corriger la donnée et dire que non, c'était une femme. Donc lorsqu'on va, première étape d'un processus, d'un scénario d'épidémiologie ou d'analyse d'un processus, c'est de faire un processus d'inclusion. On va inclure des patients de tel sexe, de tel âge. Donc typiquement, si la personne n'a pas le bon sexe ou que le sexe n'est pas renseigné, on perd ce patient dans l'analyse. Autre contrainte, parce que là c'était trop facile jusqu'ici, on a la CNIL. Donc bien évidemment, problématique pour un développeur, mais très pratique en tant que citoyen. On protège vos données. Et donc on a une interdiction totale de centraliser les données physiquement. On peut les centraliser, enfin on peut les interroger de manière uniforme, on n'a pas le droit de les centraliser physiquement. On ne peut pas dire, donnez-nous les données que vous voulez, on va les fédérer au sein d'une base de connaissances et on va vous offrir le service. Donc chaque système d'information doit garder son autonomie. Donc il y a bien d'autres contraintes imposées par la CNIL, légales, mais ça c'est la contrainte technique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un réseau sécurisé, où on va inclure les différents partenaires médicaux. On va faire une publication standard de données, donc là avec toute la pile de technologies dont vous avez entendu parler massivement aujourd'hui. Et donc on va offrir cette publication de standard de données, ce qui va nous permettre de mettre en place un fédérateur de requêtes. Donc j'ai entendu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas fédérer sans expliciter les sources, mais justement il y a des résultats de recherche de l'équipe Wimix de Fabien qui permettent justement de fédérer ces sources juste en les spécifiant en entrée au moteur. Donc effectivement, il y a des problèmes de passage à l'échelle. Il faut bien repenser suivant le scénario que l'on a, l'échelle suffit. Lorsqu'on veut faire un scénario d'épidémiologie, on a 1 à 2 minutes pour attendre le résultat de la requête et pour analyser ce qui en sort et aller faire un rapport, par exemple, à des décideurs, à un politicien dans le coin. L'avantage de l'utilisation de ce format standard de données, c'est qu'on va pouvoir utiliser, compléter notre source avec des sources externes de données. Là aujourd'hui on a des données médicales, donc on a des informations sur les patients, mais dans un scénario d'épidémiologie par exemple, on va vouloir sortir un taux de cancer pour 1000 habitants. De savoir qu'il y a plus de cancer à Clermont-Ferrand que dans une petite ville de l'Auvergne, là bon, on s'y attendait jusqu'ici, mais l'important c'est d'avoir le taux pour 1000 habitants pour éventuellement détecter un problème. Le scénario qui est en place ici, c'est la mise en place d'un incinérateur autour de Clermont-Ferrand. Ça se passe très bien au début, l'incinérateur fonctionne très bien au début, et puis après, au fur et à mesure de l'usage, le matériel, l'incinérateur vieillit, les procédures dans l'incinérateur ne sont pas forcément respectées, et donc on commence à avoir des problèmes de santé qui peuvent apparaître autour. Donc là, on va chercher par exemple par réajouter des sources de données démographiques pour les croiser avec les données médicales pour faire cette analyse. Voilà, donc à partir de là, on dispose d'un point central pour une application cliente qui n'aura pas besoin d'aller interroger toutes les sources de données, mais on va pouvoir directement interroger le fédérateur de données.
Donc là, des éléments très importants à retenir de cet élément, c'est la notion de standard. Effectivement, on aurait peut-être pu faire ça avec notre standard, mais qui avait bien évidemment toute cette couche de données. Mais l'important, c'est qu'on ait ce standard qui permet de lier, représenter et échanger les données et de raisonner dessus. Je voudrais revenir un peu sur le titre de la conférence, en toute amitié, qui était Web sémantique de la recherche à l'usage enfin. Donc vous avez vu plusieurs cas d'usage. Je pense que la question c'est plutôt depuis quand. Ce qui pose, qui est un peu piégeux des fois, c'est qu'on a eu le terme Web 2.0 qui est apparu. Le web sémantique, on a associé ça à Web 3.0 et on attendait directement des fonctionnalités de ce nouveau terme. Parce que dans le Web 2.0, c'était des fonctionnalités de partage, des fonctionnalités de mise en relation, des fonctionnalités de collaboration. Le web sémantique, c'est une technologie, c'est des standards de représentation, de structuration et d'échange de données entre applications, d'usage d'applications. Et c'est cette puissance supplémentaire qui est fournie aux applications qui permet d'augmenter la valeur d'usage courant. Aujourd'hui, vous voyez des applications qui vous plaisent, c'est la technologie qui est dessous qui permet d'ajouter cette valeur qui est dans cette application. Et entre autres, aujourd'hui, avec le Linked Open Data, on est capable d'initialiser une application avec de grosses sources de données directement. Donc, pour répondre à depuis quand, je dirais, c'est un point de vue assez égocentrique, je dirais au moins depuis 5 ans. J'ai vu, quand je faisais ma thèse, donc j'ai soutenu en 2011, j'ai vu plusieurs collègues partir dans l'industrie et faire une application industrielle de ces technologies. Et en ce qui me concerne directement, ça fait 3 ans que j'ai terminé ma thèse et 3 ans que je l'applique dans l'industrie. J'ai commencé chez Orange dans le projet qui va vous être présenté, une partie peut-être des projets qui vont être présentés. Et depuis, je l'applique chez Mnemotix pour nos clients depuis un peu plus d'1 an. Je vous remercie, si vous avez des questions.